Bonjour à vous tous rassemblés dans l'auditorium du Collège des Bernardins pour cette grande conférence de l'Institut de la Famille. Bonjour aux téléspectateurs de KTO que nous rejoignons avec joie. L'Institut de la Famille du diocèse de Paris est ce lieu de formation pastorale qui montre le souci de l'Église à Paris pour la famille. Un lieu où l'on apprend, comme le demande notre pape François, à prendre soin de la famille. Aujourd'hui, nous voulons nous adresser plus particulièrement aux seniors, ces hommes et ces femmes qui, comme le dit encore une fois le pape, sont ceux qui ont le charisme de servir de pont entre les générations. Et je suis très heureux d'accueillir Colette Nice-Mazur. Vous êtes poète, membre de l'Académie catholique de France, et vos très nombreux ouvrages publiés en plusieurs langues sont de réels accompagnateurs spirituels. Vous nous arrivez de Belgique et vous avez bravé les intempéries pour être avec nous aujourd'hui. Un grand merci. Un de vos derniers livres est une méditation sur l'expérience de la vieillesse, cette obscure clarté aux éditions Salvator. Merci, chère madame, de nous confirmer la saveur de la vie à tout âge. Alors, je suis heureuse d'être parmi vous cet après-midi et ça me fait toujours un peu rire ce mot « senior ». Chez nous, en Belgique, on appelle seigneurie les maisons de repos pour les seniors qui sont aussi des seigneurs. Et donc, je trouve que c'est un mot qui a beaucoup de sens. Alors, j'aimerais commencer par vous lire un paragraphe d'un poète suisse qui s'appelle Georges Haldas, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui disait ceci: celui qui n'est pas, mais je l'avais repris aussi dans ce livre, celui qui n'est pas sensible à ce que l'on appelle beauté, qui ne vit pas avec des émotions et dit que l'aube est toujours la même, il devient fou de douleur quand il perd sa jeunesse physique. Il ne vit qu'avec sa jeunesse corporelle. S'il avait par amour des choses la jeunesse psychique, il découvrirait que c'est une autre jeunesse qui entre en nous par l'émerveillement. Vieillir, c'est, dans le meilleur des cas, se centrer sur ce noyau irréductible. Donc je vais mettre ce temps de réflexion commune sous le signe de l'émerveillement auquel nous invite Georges Haldas. Alors, en guise d'introduction, je voudrais justifier mon titre. Cette obscure clarté, je suppose que ça vous rappelle Corneille, le Cid, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Je trouve que cet oxymore, ou oxymoron, on peut dire les deux, dit bien ce qu'il veut dire. Ce procédé qui consiste à prendre deux mots qui, en fait, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais que l'on frotte l'un contre l'autre comme des silex pour en faire jaillir une étincelle, je trouve que ça représente bien ce que nous ressentons en avançant en vie. Nous sentons à la fois l'obscurité qui risque de nous enliser et en même temps nous voyons sourdre sous la porte et sous la fenêtre cette clarté qui va nous orienter. Et lorsque j'avais visité cette très belle exposition consacrée à Félix Vallotton, ce peintre suisse, il y a 2 ans au Grand Palais, j'avais été impressionnée par cette très belle image d'un clair de lune sur la mer. Et à la fois, nous avions l'obscurité de la nuit, de la mer, la nuit, et cette clarté dissimulée en partie par les nuages. Et j'ai trouvé, donc, d'une certaine façon, j'avais déjà l'image de la couverture avant même d'avoir écrit le livre, tant il me semblait qu'il y avait une sorte de symbiose entre ce vers de Corneille et ce tableau de Vallotton. J'aimerais laisser à chaque terme son intensité. Dans un premier temps, examiner avec vous et tous ensemble, réfléchir à cette obscurité qui monte autour de nous et en nous. Et puis dans un second temps, au contraire, de regarder avec émerveillement, bienveillance, lucidité aussi, toutes ces sources de clarté qui nous sont offertes. Alors, quelles sont ces obscurités qui nous environnent ? Je pourrais citer pêle-mêle la violence, dont nous entendons les échos constamment. Nous ne pouvons pas ouvrir le journal télévisé, nous ne pouvons pas ouvrir un journal
sans qu'elle nous saute à la gorge, mais aussi tout ce courant de découragement, ce racisme, ce sexisme, ce découragement qui nous guette constamment. Nous sommes entourés de mauvaises nouvelles. Tout voudrait nous tirer vers le bas. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire sur nous-mêmes pour résister à cet envahissement du sombre, du glauque, du noir. Alors, si nous dressons un inventaire en nous, sans même nous tourner vers le monde extérieur, nous sommes frappés combien, en avançant en vie, nous sommes menacés par l'espèce de paresse de l'âge. J'entendais ce matin, puisque je suis venue en train, en TGV, puis en métro, j'entendais deux personnes qui disaient combien elles devenaient paresseuses, elles n'avaient plus l'énergie de sortir, ou plus l'énergie de s'habiller, de se faire belle ou de se faire beau. Cette difficulté de retrouver une sorte d'énergie vitale. Et je sentais dans le ton une tristesse, et ça me faisait me souvenir d'une religieuse qui a beaucoup compté dans ma vie, qui est morte à 97 ans, qui m'a accompagnée toute ma vie, et qui disait, tu sais, il ne faut pas renoncer trop vite. Cette espèce d'ascèse, d'éthique qui peut être la nôtre pour lutter contre cette espèce de paresse, d'enlisement. C'est un peu normal que nous nous usions, nos yeux, nos oreilles, beaucoup d'organes, on parle d'orthèse, de prothèse. Nous sentons bien que nous devenons plus maladroits, nous tombons plus facilement, nous laissons échapper des choses que nous avons en main. Nous n'avons plus cette résistance physique qui était la nôtre et que nous avons peut-être conservée très longtemps. Toute la difficulté, c'est de ne pas se complaire dans ce naturel, cette usure naturelle. Je me souviens d'un poème, vous savez, la poésie compte beaucoup dans ma vie, un poème de Christine de Pisan. Vous vous souvenez de cette femme qui a été veuve à 25 ans et qui s'est mise à écrire pour nourrir ses enfants. Rien de nouveau sous le soleil. Et elle a écrit notamment une ballade assez bouleversante, « Solette suis et Solette veux être, Solette m'a mon doux ami laissé ». Et ce qui est très frappant dans ce poème, qui la montre dans les coins des pièces, à la fenêtre, dans la chambre, avec tout le temps cette solitude qui lui colle au corps et à l'âme. Et elle veut rester dans cette solitude. Solette veut demeurer. Et je pense qu'il y a parfois en nous une certaine complaisance dans la difficulté d'être, je ne veux pas dire dans le malheur, mais nous voyons parfois autour de nous, si ce n'est pas en nous, cette propension à nous complaire dans nos difficultés et dans nos, je ne veux pas dire amoindrissements, parce que c'est la force vitale, mais qui s'exprime autrement. Et j'ai été frappée par une phrase de Maurice Bellet. J'admire beaucoup Maurice Bellet, qui est à la fois un théologien, un psychanalyste, un prêtre, un romancier, et lui qui a beaucoup exploré la détresse humaine, notamment dans un très beau livre qui s'intitule « La traversée de l'en bas ». Et j'ai prélevé cette phrase. « Ce qui est clair, c'est que certains sont en enfer, dans l'abîme de douleur où rien ni personne ne les rejoint. Ils sont complices, dites-vous. Comment pourraient-ils ne pas l'être ? Ils n'ont pas d'autre place pour exister. Ils aiment leur malheur, c'est tout ce qu'ils ont. Ils l'aiment et le haïssent infiniment. Leur être est la déchirure. » C'est certain qu'il n'est pas toujours facile de remonter. Chacun d'entre nous, je suppose, s'il est honnête, reconnaît qu'à certains moments, il se sent attiré vers le plus bas de son être, vers le découragement, l'aquabon. Et certains ne peuvent pas en émerger. Et lorsqu'on va leur rendre visite, on est effrayé par leur refus de la main qu'on leur tend, le refus de toute distraction, cette volonté de s'enfermer. Ou alors l'inquiétude. C'est assez frappant de voir combien, en avançant en vie, l'inquiétude augmente. Inquiétude pour soi, comment est-ce que je vais continuer à vieillir, comment est-ce que je vais mourir, et inquiétude pour les siens, inquiétude pour les proches et pour les lointains. Et là, c'est Jean Sullivan que je vais invoquer, un écrivain que j'admire beaucoup, même s'il n'est plus parmi nous. Il nous dit «
la plus grande charité que vous puissiez faire à vos proches est de vous guérir de votre angoisse. Ainsi, vous ne les utiliserez plus pour les faire participer à vos peurs, déceptions et obsessions, à votre appétit de domination. Et c'est vrai que, en tant que mère, en tant que père, inconsciemment, nous risquons d'exercer sur les nôtres une forme de pression en confondant l'inquiétude avec l'amour. Je t'aime parce que j'ai peur pour toi. Je me souviens lorsque nos enfants sont tous partis une année à l'étranger, à 17 ans, ce qui était quand même une aventure, et je me souviens qu'une collègue m'avait dit, presque en me faisant un reproche, de ne pas paraître plus angoissée de savoir que ma fille de 17 ans partait pour l'Indonésie, alors que moi je suis convaincue que plus un enfant a des racines profondes, plus il ose s'exposer aux difficultés. Mais ça demande un travail contre l'inquiétude qui est en nous à des degrés divers. Je pense que la mort violente de mes parents, quand j'avais 7 ans, puisque mon père est mort dans un accident de voiture, et ma mère 2 mois plus tard, ils avaient 30 ans tous les deux, a laissé en moi des traces d'inquiétude. Et donc, je dois continuellement faire un travail sur moi-même pour aller à l'encontre de cette inquiétude. Donc, ne croyez pas que je parle pour les autres, je parle pour moi aussi. Donc, cette usure, cette paresse, ces difficultés que nous rencontrons en vieillissant nous entraînent dans les renoncements. Alors, il y a les renoncements que l'on choisit. On choisit de ne plus faire partie de telle association dans laquelle on s'est beaucoup engagé, ou bien de donner tel cours. On renonce volontairement. Mais comme me disait une amie, c'est facile de renoncer volontairement. Enfin, plus ou moins facile. Mais il y a aussi les congés qui vous sont signifiés de façon plus ou moins délicate. On vous fait comprendre que vous devez céder la place. Et nous en connaissons des chefs d'entreprise qui renaclent à laisser la place à leur fils ou à leur fille. Ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas si simple non plus de discerner le moment peut-être pas qui s'impose, mais le moment le plus adéquat pour dire à quelqu'un « c'est à toi ». Place à d'autres. On ne peut pas s'incruster. Et c'est vrai dans tous les domaines, même dans le domaine familial. Je vois, par exemple, samedi, nous serons 23 à table. Jadis, j'assumais tout moi-même, mais maintenant, j'accueille volontiers les aides de mes enfants qui proposent d'apporter tel plat. Mais il y a quand même une période de transition, une période charnière où on se dit « mais je suis capable quand même de l'assumer ». Et parfois, la maladie ou l'opération nous aide à opérer cette transition. Quand on est immobilisé pour un certain temps, tout naturellement, on accepte les aides que l'on vous propose. Autrement dit, pour avancer en vie, il me semble que nous avons à nous délester de tout ce poids d'inquiétude, ce poids de responsabilité qu'on se croit seul à pouvoir assumer. Autrement dit, accepter au fond une forme de mort quotidienne. Cette religieuse que j'évoquais tout à l'heure me disait parfois, tu sais, quand on dit l'Ave Maria et à l'heure de notre mort, c'est pas seulement l'heure de notre grande mort, mais c'est aussi toutes les petites morts quotidiennes. Ce sont les déceptions que l'on vit ou les déceptions que l'on impose. Tous ces moments où la communication avec autrui est interrompue par un malentendu, parfois provisoire et parfois beaucoup plus long. Tout récemment, c'était juste avant Noël, j'arrivais à la gare de ma ville et je croise une de mes anciennes étudiantes qui me dit « Oh, je redoute tellement les fêtes de fin d'année. Pour moi, je ressens un sentiment de solitude, d'angoisse, de vacuité. » Ça m'a frappée. Bon, on s'est séparés, nous avions chacune un train à prendre, mais ces 3 mots ont continué à m'obséder. Je me suis dit, au fond, la solitude, elle fait partie de notre vie. Nous naissons seuls et nous mourrons seuls, de même que nous accouchons seuls pour les femmes. Et c'est à partir de cette solitude ontologique que nous acceptons, que nous reconnaissons, que nous sommes capables de créer de vrais liens avec autrui, et non pas des liens de dépendance ou des liens artificiels, des liens transitoires, mais les vrais liens partent de cette découverte, de cette solitude.
Donc je crois qu'à tous les âges de la vie, je suppose que si vous interrogez votre enfance, vous vous souvenez de moments de solitude intense, même si vous étiez dans une maison où il y avait des parents, des frères et sœurs. Nous faisons tous à des moments réguliers cette expérience de la solitude. L'expérience de l'angoisse, alors là, c'est beaucoup plus difficile à supporter parce que ce sont des crises qui parfois se traversent relativement bien, mais parfois nous accablent à certains moments de notre existence. Et ce sentiment de vacuité, le sentiment que je ne sers plus à rien. Quand je vais rendre visite à une amie qui est en seigneurie et qui commence la maladie d'Aloïs Alzheimer, elle me dit souvent je ne sers plus à rien. Elle qui était tellement active à tous les niveaux. Et c'est très difficile au fond de passer du faire à l'être, d'accepter que rien que d'être, être une présence aimée et aimante, c'est important, c'est essentiel. Il va être temps que j'aborde ma deuxième partie, parce qu'autrement, je vais vous laisser vous enliser dans le sentiment de l'obscurité, ces obscurités que je reconnais. Ne croyez pas que je veuille dorer la pilule ou bien idéaliser. Je sais combien vivre fatigue, comme disait l'écrivain Iso, mais combien avancer en vie n'est pas simple. Au fond, on n'apprend pas à vieillir, mais on n'a pas appris non plus à être parent. Au fond, nous apprenons sur le tas. Toutes nos expériences ne sont valables que pour nous, et bien que la transmission que vous évoquiez tout à l'heure et à laquelle je viendrai soit importante, on ne peut pas transmettre une expérience de vie. Chacun doit faire l'expérience pour lui-même, mais il peut être accompagné, oui. Mais il y a cette expérience vitale qu'il est donné à chacun de faire dans cette solitude. J'aborde donc ma seconde partie, qui est l'invitation à la clarté. Je me souviens être allée dans l'atelier d'un ami peintre. Je travaille beaucoup avec des artistes, j'écris beaucoup pour des catalogues et pour des livres, peinture, écriture. Et j'arrive dans son atelier et il m'accueille et il me montre une grande feuille sur laquelle sa femme, avec un marqueur, avait écrit « Tu deviens de plus en plus sombre, tu devrais cultiver la lumière ». Et effectivement, quand j'ai fait le tour de son atelier, avant de commencer à écrire sur sa peinture, j'étais frappée de l'assombrissement des tons qu'il utilisait. Beaucoup de brun, beaucoup de noir à la Soulages, beaucoup d'ombre. Et j'ai beaucoup aimé cette expression de cultiver la lumière. Donc, ce que je me propose d'explorer avec vous, ce sont toutes ces manières qu'il nous est donné d'explorer le territoire de la clarté. La première piste que je nous propose, c'est le simple fait d'exister, de vivre. Vivre suffit, rien que vivre. J'aime beaucoup le poète Guy Levic qui dit « Le matin t'est donné, ne le prends pas comme un dû ». Si souvent nous croyons que la vie va de soi, et quand nous subissons une épreuve, par exemple d'ordre physique ou d'ordre psychique, nous mesurons combien rien qu'être debout sur ses pieds, rien que pouvoir rencontrer les autres, c'est déjà une fête. Pourquoi avons-nous toujours besoin d'être privés des choses ou des êtres pour en mesurer la valeur? Donc, je crois que simplement être conscient de la chance d'exister, être conscient que ça a quelque chose de miraculeux d'être au monde. C'est simple, mais ce n'est pas simpliste. J'aime beaucoup l'adjectif simple. Un enfant, par exemple, a une façon tellement simple de nous regarder dans les yeux, d'être direct dans sa façon de parler, de nous aborder, de nous interpeller. Je pense à la simplicité des béatitudes aussi. Combien les choses les plus essentielles sont très souvent les plus simples. Alors, si nous dressons l'inventaire de toutes ces sources de clarté, je pense d'abord à la nature. Plus on avance en vie, me semble-t-il, et plus nous sommes sensibles aux saisons. Il y a quelque chose de miraculeux à vivre dans un pays qui a des saisons. J'ai plusieurs enfants qui vivent dans des pays de soleil, comme Séville par exemple. On me dit oh, « mais comme tu as de la chance », je dis « oui, j'aime beaucoup aller les voir pendant 15 jours, mais à la fin, ces ciels bleus, ça me fatigue, c'est uniforme, c'est assommant. Je suis une femme du Nord qui aime les nuages, qui aime la pluie, le vent. Et donc, la nature est une source continuelle de renouvellement. Nous sommes, me semble-t-il, beaucoup moins
indifférent et inconscient au miracle du printemps, par exemple, et même au cœur de l'hiver, comme c'est le cas maintenant. Regardez pousser un oignon de jacinthe. Quand je vais rendre visite en clinique, c'est souvent ce que j'apporte. Il y a un plaisir extraordinaire à voir se déployer une fleur de jacinthe. Le matin, sur la petite boule de nourriture pour les oiseaux qu'on a accrochée à la glycine, je vois les mésanges qui s'accrochent et qui se relaient pour piquer ce dont elles ont besoin. Toutes ces choses qu'on ne voyait pas quand on était pris dans le flux de la vie que l'on dit courante. Mais je crois que la vie réellement vécue, la vie vivante, si ce n'était un pléonasme, nous la découvrons en avançant en vie. Nous découvrons combien rien n'est insignifiant, rien n'est indifférent, combien chaque paysage, chaque visage est passionnant. Il n'est pas nécessaire d'être à la mer ou d'être en montagne, mais simplement dans un jardin. Il me semble, je pense à ce que me disait une amie qui devait entrer en seigneurie et qui me disait, moi, tu sais, du moment que j'ai un petit bout de terre, un bac à fleurs pour faire pousser des fleurs et un petit coin pour me faire de la cuisine, ça ira. Je pense qu'il y a ces réalités toutes simples de la vie que nous négligeons le plus souvent. Mais cela suppose que nous ayons tous les sens en éveil. Quand j'étais enfant et que nos parents étaient morts, nous étions 3, nous avons été élevés par des frères et sœurs de nos parents. Il y avait des ressources, puisque rien que chez maman, ils étaient 11. Mais cette tante, qui était une sœur de mon père, était une femme qui était particulièrement douée pour la vie. Et lorsqu'elle nous emmenait en vacances, j'allais un mois en vacances avec mon frère et ma sœur, dont j'étais séparée pendant l'année. Et elle avait toujours le don, quand nous nous promenions dans la nature, il y avait toujours un moment où elle disait « Maintenant, on se tait ». Et donc, elle nous faisait asseoir sur un tronc d'arbre, toucher la mousse, respirer le parfum du sous-bois, écouter les chants d'oiseaux, goûter éventuellement une fraise des bois, enfin ça dépendait de la saison, mais tous les sens étaient aux aguets. Elle nous a vraiment appris à goûter la vie par tous les sens. Les philosophes disent avec raison, il n'est rien dans l'esprit qui n'ait d'abord été dans les sens. C'est profondément vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, un des dangers du virtuel, c'est de nous couper de cette réalité. Combien d'enfants que l'on conduit toujours en voiture à l'école, soi-disant par sécurité, j'en doute, mais enfin. Combien d'enfants ne savent plus ce que c'est que le vent sur le visage quand on roule à vélo pour aller à l'école? Je pense qu'il y a un contact avec la nature qu'il est essentiel d'entretenir. C'est vrai aussi pour tous les bruits, tous ces bruits du silence. Ça me frappe le matin, moi je suis une lève-tôt, à 6 heures tous les matins, j'écris ou je lis. Et donc j'entends les bruits de la maison. C'est incroyable, comme une maison silencieuse peut avoir des bruits de boiserie, puis les bruits familiers, l'horloge, quand on fait le café, le crépitement du percolateur, et puis petit à petit la rue qui s'anime, les voitures. En cette saison, j'entends des voisins qui font chauffer leur moteur pour un peu réchauffer la voiture et faire tomber le givre qui est posé sur les vitres. Tous ces bruits, il y a quelque chose de magnifique. Dieu sait si j'aime la musique, mais je trouve qu'il y a aussi dans les bruits de la vie, et pas seulement dans la musique organisée, quelque chose de magnifique que nous négligeons. Et vous me direz, oui, mais quand on devient trop âgé pour aller à un concert de grande qualité, je pense à des émissions comme celle de Jean-François Zigel, qui nous donne des leçons de musique fabuleuses, où il nous fait découvrir des instruments de musique qu'on ne connaissait pas, où il nous fait entendre toutes les variations possibles à partir d'un thème. Je pense que tout ce qui nous vient par les oreilles, même quand nos oreilles s'abîment un petit peu, il y a moyen d'en jouir. Ne serait-ce que respirer. Je vais vous lire un très beau texte de Alexandre Solzhenitsyn. Vous vous souvenez de cet écrivain russe qui avait été mis en camp de concentration parce qu'on avait besoin, au fond du cerveau, des intellectuels pour leur faire des découvertes qui pourraient servir à l'URSS. Il en parle beaucoup dans Le Premier Cercle, vous vous souvenez, Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux. C'était 2 livres qui ont eu un succès énorme, à juste titre. Mais ici, le texte que je vais vous lire est emprunté à un livre moins connu qui s'appelle Jérémie Lescarcelle, et c'est un court texte qui parle de la respiration.
rien que le fait d'inspirer et d'expirer. Il a plu un peu cette nuit, et maintenant le ciel est traversé de gros nuages, et de temps à autre il tombe quelques gouttes. Je suis debout sous un pommier, mais les herbes tout autour embaument après la pluie, et aucun mot ne peut exprimer cette odeur sucrée qui imprègne l'air. Je l'allume à plein poumon, je sens cet arôme avec toute ma poitrine. Je respire, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés, je ne sais pas ce qui est le mieux. Voilà en somme la liberté, l'unique liberté, mais aussi la plus précieuse dont nous prive la prison, pouvoir respirer ainsi, pouvoir respirer dans un endroit comme celui-ci. Aucune nourriture terrestre, aucun vin, aucun baiser de femme même n'est pour moi plus doux que cet air ivre de floraison, d'humidité, de fraîcheur. Peu importe que ceci ne soit qu'un minuscule jardin, resserré entre les cages à fauves de maisons de 4 étages. Je cesse d'entendre les pétarades des motocyclettes, les hurlements des postes de radio, le tambourinement des haut-parleurs. Tant qu'on peut encore respirer après la pluie sous un pommier, on peut encore vivre. Et tout en lisant ça, j'entends le bruit des enfants. C'est magnifique d'entendre, c'est comme une volière, hein, et ça ne contrarie absolument pas notre concentration. J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours beaucoup Marguerite Yourcenar. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une bourse d'écrivain à la Villa Yourcenar. Et un texte d'elle que j'aime beaucoup, qui est emprunté à « Écrit dans un jardin ». Ton corps aux 3/4 composé d'eau, plus un peu de minéraux terrestres, petite poignée, et cette grande flamme en toi dont tu ne connais pas la nature, et dans tes poumons pris et repris sans cesse à l'intérieur de la cage thoracique, l'air, ce bel étranger sans qui tu ne peux pas vivre. Vous voyez que l'écrivain russe et Marguerite Yourcenar se rejoignent dans ce seul bonheur de respirer. Et c'est pour ça que toutes les maladies qui touchent à l'appareil respiratoire sont difficilement supportables. La dernière fois que j'ai été opérée, j'ai une amie qui était garde de nuit dans l'hôpital, et elle passait toujours dans ma chambre avant de prendre son service de nuit, et elle me disait, tu sais, j'ai choisi de travailler dans le service de pneumologie parce que c'est le service où les gens sont le plus angoissés la nuit. La nuit, on tricote toujours à l'envers, disait-elle. Et c'est vrai que dans l'obscurité, les difficultés prennent un relief accru. Donc toutes ces joies qui nous viennent de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût, toutes ces joies des 5 sens, nous ne pouvons pas les négliger. Je passe alors à une autre source de bonheur que celle de la nature, c'est celle des liens, tous ces liens du cœur, les liens de la famille, les liens de l'amitié, les liens apparemment plus lâches mais tellement importants aussi. Au fond, on parle beaucoup aujourd'hui de la toile, du réseau, du web. Mais je crois que la première toile dans laquelle nous sommes tissés, c'est la toile familiale. Nous venons d'un couple, nous créons de la vie, que nous ayons des enfants selon le sang ou des enfants selon le cœur ou selon l'esprit, peu importe. C'est cette toile dans laquelle nous sommes pris et dans laquelle petit à petit nous nous définissons. Je suis frappée au fond combien toute notre vie nous nous demandons « qui suis-je » Nous mettons tellement de temps à entrevoir quels sont à la fois nos dons et nos difficultés, nos défauts, nos qualités, et c'est jamais fini. Je suis frappée combien dans des circonstances surprenantes, nous avons des ressources que nous ne pensions pas avoir. Nous nous étonnons nous-mêmes. Inversement, parfois, nous sommes déçus de nos réactions, mais nous sommes continuellement en devenir. Moi, je rends grâce aux gens qui nous ont élevés à la mort de nos parents, parce que tous, dans les 3 familles où nous étions élevés, ils ont cru en nous. Et ils ont cru que nous pouvions dépasser les difficultés de la mort de nos parents. Et ça aide très fort à vieillir. Il y a une espèce de confiance dans les ressources de la nature humaine
et de confiance dans les silhouettes lumineuses qui avancent devant nous. Je vous parlais de cette religieuse qui est morte à 97 ans et qui est vraiment quelqu'un qui avance devant moi et qui me donne l'intime conviction que ça vaut la peine d'acquiescer à sa vie d'un bout à l'autre, de consentir à l'existence d'un bout à l'autre. Je ne sais pas pourquoi on magnifie toujours la jeunesse. Oui, c'est très beau, mais c'est pas facile d'être jeune. Nous oublions combien c'est difficile d'avoir 20 ans. Nous idéalisons très souvent. Et nous chargeons souvent l'avancée en vie de tares et de défauts qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Je suis frappée combien le travail du temps est un travail qui nous enrichit, à la fois dans le domaine de la reconnaissance et dans le domaine de l'étrangeté. Dans le domaine de la reconnaissance, c'est un mot que j'aime beaucoup. Peut-être que ma formation de philologue fait que les mots m'intéressent dans tout leur sens. Alors, ce mot de reconnaissance, j'ai envie de le décliner d'au moins 4 façons différentes. Reconnaître, c'est connaître à nouveau. Toi, je te reconnais, même si je ne t'ai plus vu depuis 50 ans, je reconnais ton sourire, je reconnais ton regard. La reconnaissance, c'est exprimer sa reconnaissance, c'est dire merci. La reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance de la valeur de quelqu'un ou d'une action. Il y a des métiers où il y a très peu de reconnaissance. La dame pipi qui tient les toilettes dans les gares ou dans les grandes surfaces, elle est indispensable. Sans elle, ce serait intenable. Mais combien de personnes lui adressent la parole? Combien de personnes reconnaissent son travail? Et très souvent, quand on travaille à la maison, on vous dit « Ah, tu ne travailles pas », alors que Dieu sait si le travail à la maison est un travail important. Je me souviens d'un livre de Peter Handke, le grand écrivain allemand. C'est dans Histoire d'enfants. Il raconte qu'il a dû tenter d'écrire à côté de son petit garçon de 3 ans et qu'il a pris conscience à quel point pour sa femme, c'était difficile d'avoir une activité concentrée parce que sans cesse un enfant vous sollicite. Et à un moment donné, pris d'impatience, il a donné une gifle à son enfant. Et tout de suite, il s'est mis à genoux devant lui pour lui demander pardon. Et je pense que la reconnaissance du travail des autres, elle est difficile. Au fond, la peine des autres est toujours légère, alors que reconnaître le travail d'autrui, c'est important. Donc je vous disais, reconnaître quelqu'un qu'on a connu, remercier, reconnaître la valeur, mais un sens de reconnaissance qu'on oublie très souvent, c'est l'intrépidité. Aller en reconnaissance, vous savez, quand il y a un terrain miné, il faut que quelqu'un aille en reconnaissance pour assurer que le reste de la troupe puisse suivre. Donc ça me paraît très important de reconnaître en soi et dans l'autre les qualités, les caractéristiques, mais en même temps de reconnaître l'étrangeté. Parce qu'il me semble que souvent nous réduisons l'autre à ce que nous connaissons de lui. « Oh, toi, je te connais. » Ben non. Moi, je vis depuis 55 ans avec le même homme, pour mon grand bonheur, et je me rends compte que, à la fois, je le connais et que je ne le connais pas. Et parfois, je suis agacée quand il me dit « Ah oui, mais je te connais. » Mais non, tu ne me connais pas. On a en nous tellement de ressources qui sont une vraie richesse, pour autant que nous respections l'espace privé. Il me semble que dans cette culture de la clarté, il y a la culture du respect de l'autre. Le respect de l'espace qui appartient à chacun. Quand on est enfant, on a besoin à certains moments que personne ne s'occupe de vous, que vous puissiez rêver, qu'on ne vous occupe pas continuellement. On pourrait dire aujourd'hui que beaucoup d'enfants sont des territoires occupés. De triste réputation parce qu'on ne les laisse pas assez rêver. Mais c'est toute la vie, les adolescents qui ont envie de fermer la porte et qu'on ne vienne pas transgresser leur espace. Mais à l'intérieur du couple aussi, et en vieillissant, j'entendais une amie qui me disait « Heureusement que j'ai du bénévolat parce que je peux sortir de la maison, mais mon mari qui vient d'être à l'âge de la retraite, je n'aime pas beaucoup ce mot de retraite parce que ça me fait penser à battre en retraite, mais ce moment de retrait, disons le retrait de la vie courante, eh bien, il est toujours à la maison et j'ai l'impression que je n'ai plus d'espace privé à la maison. Donc c'est très important pour garder cet équilibre de soi-même avec soi-même et de soi-même avec l'autre, d'avoir un espace privé. C'est donc une proximité, mais sans promiscuité. Et ce n'est pas si simple que cela. Parce que nous sommes tellement fragiles. Il me semble qu'en avançant en âge,
nous avons une sorte de fragilité des humeurs. Il y a des jours où nous sommes en pleine forme et d'autres moments où nous sommes tout à fait aplatis. Or, nous devons prendre des engagements, parfois à long terme, et il nous est difficile d'être assurés que ce jour-là, nous serons capables d'accomplir ce que nous avons à accomplir. Et dans les rapports avec les autres, au sein de la famille notamment, il y a toujours le sentiment de la jalousie. Et moi, et moi, et moi. Quand mes enfants étaient petits, je leur donnais parfois comme cadeau bon pour une sortie en tête-à-tête. Alors, j'avais une fille qui me disait « Et tu ne parleras à personne ». Parce qu'évidemment, quand on vit dans une ville de province où on connaît pratiquement tout le monde, il y a toujours des gens qui vous arrêtent et qui vous racontent. Et donc, elle voulait être certaine de m'avoir en tête-à-tête. J'ai dit « Non, je te promets, si je rencontre quelqu'un que je connais, je lui dirai « Je sors avec ma fille ». Et puis tout récemment, pour mon anniversaire, elle m'invite au restaurant. C'est un restaurant que je ne connaissais pas et elle avait retenu une place et elle m'avait placée face à un mur. Et elle me dit « Ainsi, tu ne parleras à personne ». Je me suis dit « C'est incroyable, 40 ans plus tard, il y a de nouveau ce besoin de s'assurer que je suis tout à elle ». Et je crois que ça met le doigt sur un besoin fondamental qui fait partie de cette clarté que nous avons à cultiver, de veiller sans cesse à ce que ceux que nous aimons, de très près ou de plus loin, soient assurés de notre tendresse personnelle. Dieu sait, enfin moi j'appartiens à une grande famille avec beaucoup d'enfants, de petits-enfants, etc. Combien les réunions tribales, si vous voulez, les réunions, on est très nombreux. Récemment j'étais à une réunion où nous étions 200, ne peuvent pas pour autant nous priver de ce colloque singulier, de ce tête-à-tête, que ce soit en couple, que ce soit avec chaque enfant, que ce soit avec chaque petit enfant. Il me semble que c'est capital. Au fond, nous sommes habités par l'angoisse, tout à l'heure je l'évoquais, mais cette angoisse de perdre, cette angoisse de ne plus compter pour l'autre. C'est Stig Dagerman, ce grand écrivain du Nord, qui a signé son dernier livre qui avait pour titre Notre besoin de consolation est impossible à satisfaire. Notre besoin de consolation il est impossible à satisfaire complètement. Ça ne l'a pas empêché de se suicider, malheureusement. Et donc, nous avons toujours besoin d'être rassurés et de rassurer. Et nous avons besoin de nous le rappeler. Nous restons parents à jamais. Au fond, quand on met un enfant au monde, c'est pour toujours. On croit que c'est le temps de l'élever, le temps, disons, de 18-20 ans, mais c'est tout à fait faux. Toute notre vie, nous restons les parents de nos enfants et nous devenons les grands-parents de nos petits-enfants. Et là aussi, nous remarquons que si nous vantons les qualités d'un petit enfant devant un enfant qui n'est pas son père ou sa mère, on sent un instant traverser la pensée, est-ce qu'il pense ou est-ce qu'elle pense autant de bien de mon enfant ? C'est curieux comme cette jalousie qui nous habite nous accompagne toute la vie. Dans les relations, donc, les relations de famille, comme plus tard dans les relations d'amitié que je vais aborder, dans les relations de famille, au fond, il me semble important de dire ne rien attendre, mais tout espérer. Ne rien attendre, autrement dit, ne pas faire de calcul, ne pas écrire une lettre en attendant une réponse. Nous savons bien que nous avons besoin de faire 3 pas pour qu'un petit enfant fasse 1, que nous avons besoin de frapper à la porte plusieurs fois. C'est normal. Si nous nous remémorons la façon dont nous étions vis-à-vis de nos grands-parents, nous non plus, nous n'étions pas toujours disposés à aller chez eux. Moi, je me souviens bien que je n'étais pas toujours ravie d'aller chez une de mes grand-mères, que j'aimais moins que l'autre. Et donc, c'est important de se dire que nous avons sans cesse un mouvement de rencontre et non pas comptabiliser, ne pas compter, ne pas... Oui, il y a une générosité du cœur qui me semble tellement importante. Et cette vie des familles, elle est à entretenir comme un tissu qui pourrait s'effilocher, qui pourrait se détériorer, même se déchirer. Nous avions eu une messe de funérailles, et souvent les funérailles, c'est un moment où une famille se recentre. Et quand on sort de la messe de funérailles, et parfois du repas qui suit, on se dit
« Oh, il y a si longtemps qu'on ne s'est plus vu, il faut absolument qu'on se retrouve. » Et donc, ça s'est passé il y a 2 ans. Et donc, tout de suite, j'ai emboîté le pas. J'ai dit, eh bien oui, je vous donne tous rendez-vous le 15 août à la maison. Et donc, nous nous sommes retrouvés. J'étais frappée combien tous mes beaux-frères et belles-sœurs, j'en ai beaucoup puisque mon mari est le 9e d'une famille de 10, combien tous ces gens allaient de l'avant. Pourtant, les âges, c'était entre 75 et 85. Ils n'étaient plus tout frais, mais ils étaient encore dans le mouvement. Je me suis dit, mais quel bonheur de retrouver des gens de cette qualité. Et à la fin de cette réunion, on a pris rendez-vous pour la suivante. Et je crois que c'est important de tisser, de retisser sans cesse ces liens de famille avec chacun, des plus petits aux plus âgés. Il y a vraiment un travail, dans le beau sens du mot travail, comme on dit qu'une femme est en travail quand elle met au monde un enfant. Je pense que ce tissu des liens de famille, nous avons à les mettre au monde continuellement, à veiller à ce qu'il ne se détériore pas. J'aime beaucoup rendre visite à ma marraine, qui est toujours en vie, qui a 94 ans, parce que c'est une femme qui m'accueille toujours en disant « Mais quel bonheur tu es là !» Elle ne me dit pas « Oh, il y a longtemps que je ne t'ai plus vue ». D'ailleurs, ce ne serait pas vrai, parce que je vais la voir au moins une fois tous les 15 jours. Mais elle a une façon d'accueillir qui vous donne vraiment envie de s'installer. Et quand je m'en vais, elle me dit « Je te remercie de la charité que tu me fais en venant me voir. » Elle me dit « Mais tu es une grande sotte, c'est un bonheur de venir te voir. » Alors elle me fait une croix sur le front, comme elle le faisait quand j'étais enfant et qu'elle venait me border au lit. Et ça me touche profondément, moi qui suis une vieille dame, que cette très vieille dame me fasse encore cette croix sur le front. Je me dis qu'il y a là une richesse, une merveille dans le tissu familial et que c'est très important. Je ne dis pas ça parce que nous sommes dans un cycle des familles, mais c'est parce que j'en suis intimement convaincue, ayant bénéficié comme orpheline de cette bienveillance d'une famille généreuse. Mais je vous écris aussi des liens amicaux. Il n'y a pas que la famille, parce que parfois on n'a pas eu la chance ou le malheur, parce qu'il ne faut pas idéaliser, il y a des familles qui sont aussi des paniers de crabes, mais les liens d'amitié, je suis impressionnée par l'importance que prend l'amitié au fur et à mesure qu'on avance en vie. Au fond, toute notre vie, nous créons des liens avec des êtres qu'on connaît soit depuis l'enfance, il y a ces vieilles amitiés presque du jardin d'enfants, comme on dit, de l'école maternelle, et qui sont des amitiés au long cours. Je vois les filles de ma classe, comme je disais, eh bien, je reste en lien avec elles. Je suis d'ailleurs une artisane de ces liens, et chaque année, nous vivons au moins une journée ensemble avec un programme. On va sur les traces de Yourcenar ou d'Erasme, ou bien on va 4-5 jours à Rome. Enfin, on tisse vraiment ces liens. Mais il y a aussi les amitiés plus récentes, les amitiés que nous créons en cours de route, les amitiés à la vie, à la mort, les amitiés de longue haleine, mais aussi les amis de nos amis. Moi, je trouve que c'est un acte de générosité, quand on a des amis de qualité, d'en faire profiter les autres. Et il y a un bonheur à voir que nos amis ne restent pas nos seuls amis, mais peuvent s'ouvrir à d'autres personnes qui les apprécient également. Peut-être que c'est un des risques en avançant en vie, puisqu'on est fatigué, comme je le disais en commençant, de vouloir restreindre, d'avoir peur d'ouvrir sa porte et ses fenêtres, se dire c'est fatigant, ben oui, mais on aura le repos éternel, que je sache, donc on ne va pas se ménager, et puis on peut se faire aider, on n'est pas obligé de faire des réceptions, on peut simplement ouvrir sa porte. Dans ma ville de Tournai, on a accueilli 800 réfugiés, on a aménagé la caserne militaire qui était désaffectée pour les accueillir, et il y a eu un mouvement de solidarité extraordinaire dans notre ville pour intégrer donc les réfugiés, d'abord les aider à remplir leurs papiers pour essayer d'obtenir une identité dans notre pays, puis le regroupement familial, les intégrer dans des clubs sportifs, artistiques, etc. Et je trouve que quand j'ouvre ma table à des réfugiés, c'est chaque fois un monde qui se révèle. Par exemple, dimanche dernier, j'ai eu un jeune informaticien tout à fait assez extraordinaire qui vient de Syrie
et qui avait travaillé en Israël, qui parle non seulement arabe et hébreu, qui se débrouille très bien en français. Mais quand on entend l'épopée de ces personnes, quand on voit devant soi quelqu'un qui a été 12 jours dans un bateau au milieu des morts, qui est resté 2h30 dans l'eau avant d'être sauvé, tout à coup ça prend un visage et on se rend compte que ce sont de nouveaux liens d'amitié qui se créent, qui ne sont pas les amitiés héritées d'un passé heureux, mais aussi des amitiés que l'on crée maintenant. Parfois, il faut dire aussi qu'il y a des brouilles, il y a des vétilles, et combien c'est important de tout le temps retisser, d'être vraiment des raccommodeurs de liens. C'est très curieux, la fois passée, je revois une femme que je n'avais plus vue depuis très longtemps, je vais vers elle, et au lieu de me dire « Ah, mais quelle chance de te voir », elle m'accueille en disant « Ah, mais ça fait combien de temps que je ne t'ai plus vue ?» Et je me demandais ce que tu devenais, mais elle aurait pu se demander si elle aussi n'avait pas fait un pas. Donc cette façon comme ça agressive d'affronter, c'est tellement important de sans cesse créer avec bienveillance ces liens plutôt que de durcir les positions. Alors au-delà de ces liens de famille, de ces liens d'amitié que j'évoquais un petit peu rapidement, mais je surveille l'heure, je voudrais aborder un autre domaine qui me tient à cœur et qui est pour moi une source de clarté magnifique, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous vous souvenez ce conte des 1001 nuits, cette caverne où les voleurs, les brigands entassaient les trésors qu'ils dérobaient ailleurs, et à un moment donné, donc, un personnage peut, avec le mot de passe, il peut pénétrer dans la caverne et trouver tous ces trésors. Il me semble que nous aussi, nous pouvons jouir de tant de trésors grâce aux ressources de l'art. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion à la musique, mais il y a tant de domaines. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Dans 5 minutes, c'est pas vrai. Mon Dieu, alors je galope. Oui. Donc, je pense que toutes les formes d'art me font penser au double sens du mot hôte, au fond. Un hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et donc, c'est très important que l'art nous apporte et que nous apportions à l'art, que ce soit la peinture, que ce soit la photographie, que ce soit le cinéma, que ce soit l'architecture, la sculpture. Tous les arts sont là avec leur richesse et ça ne demande pas d'avoir beaucoup d'argent. Ne fût-ce qu'à la télévision, voir. Dans le temps, il y avait l'émission Palette qui maintenant a été remplacée par une autre émission qui est très bien et qui nous apprend. Ouh là là, mais ça me donne le vertige parce que j'en suis à ma dernière partie de la clarté. Bon, bien sûr, la poésie, vous avez bien vu que j'étais très axée sur la poésie, mais donc je dois en arriver à ma conclusion. Bon, eh bien, je vais alors aller vers ma conclusion. Donc, pas un déni de l'obscurité qui monte, non pas un divertissement de 36 façons pour essayer d'oublier dans l'alcool, dans toutes les formes de drogue d'aujourd'hui, que nous allons vieillir davantage et mourir. Enfin, peut-être parce que j'ai vu mon père et ma mère morts, que j'ai pu les embrasser, qu'on ne m'a rien caché, et que j'ai toujours pensé que la mort, c'est comme l'accouchement. Le bébé qui est dans le ventre ne connaît rien de la vie au-delà de l'accouchement. Mais nous ne connaissons rien non plus de l'au-delà de la mort, mais nous savons qu'il y a quelque chose. Moi, je vis avec mon père et ma mère comme s'ils étaient à côté de moi. Donc, pas de déni et pas de divertissement, mais plutôt cette espérance assumée dans cet amour qui ne finit pas. Cet amour auquel nous avons été éveillés, cet amour qui veille sur nous et sur lequel nous veillons, dont nous essayons d'être des passeurs, des transmetteurs, des porteurs, pour déboucher sur l'espérance qui me semble un maître mot de l'âge qui avance, l'émerveillement, l'étonnement d'être au monde. Je citais tout à l'heure ce bref poème de Guillevic, « Le matin t'est donné, ne le prends pas comme un dû ». Je crois très très fort à cette possibilité en nous de nous renouveler sans cesse. Je voudrais vous lire un poème de Tagore. Vous vous souvenez de ce poète qui nous est venu de l'Inde, qui était à la fois un musicien, un peintre, vraiment un artiste complet, et qui écrit ceci. « Je croyais que mon voyage touchait à sa fin.
ayant atteint l'extrême limite de mon pouvoir, que le sentier devant moi s'arrêtait, que mes provisions étaient épuisées et que le temps était venu de prendre retraite dans une silencieuse obscurité. Mais je découvre que ta volonté ne connaît pas de fin en moi, et quand les vieilles paroles expirent sur la langue, de nouvelles mélodies jaillissent du cœur, et là où les vieilles pistes se sont perdues, une nouvelle contrée se découvre avec ses merveilles. Magnifique! Aujourd'hui, on parle énormément de la pleine conscience, de la méditation, de l'importance de se recentrer. Je crois que c'est une des données de notre foi, de notre espérance et de notre charité, c'est de croire de tout notre être, d'espérer de tout notre être et d'être ouvert au maximum à ce courant d'amour qui circule. Et quand mes enfants étaient petits, j'avais écrit une chanson pour un matin de Pâques. Je sais que c'est un peu tôt pour parler de Pâques, mais j'aimerais quand même vous la dire parce que je me la redis à moi-même aujourd'hui, parce qu'il me semble que nous sommes attendus à chaque tournant par cette rencontre avec le grand autre. Mes enfants sont dans les arbres, j'ai ouvert la cage. La maison respire dans la lumière et le soleil pénètre par la porte qui ouvre les bras. La poussière chante dans les rayons obliques de ce matin léger. Le Seigneur s'est introduit dans ma maison et il s'est assis. Comme il fait bon chez toi. Je travaillais, je ne l'avais pas vu entrer. Alors j'ai posé mon ouvrage et je me suis assise près de lui et j'ai regardé avec lui l'éclat de ce jour. Je crois qu'à tout âge de la vie, il y a cette visitation, pour autant que nous ne soyons pas empêtrés dans nos peurs, nos anxiétés, nos défenses, nos ressassements de tout ce qui n'a pas été, nos regrets, nos remords, nos rancunes, arriver à nous délester de tout ce qui nous alourdit et nous empêche de vivre ici, maintenant, au présent. Colette Nice-Mazur, un grand merci pour ce qui est en fait un témoignage très intérieur que vous nous avez proposé. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc de Colette Nice-Mazur, Cette obscure clarté, aux éditions Salvator. Un grand merci, madame, un grand merci à vous tous et à très bientôt. Merci de votre écoute.